investis-toi, sois curieux, travaille et juste aie cette foi de dire que ça paiera. Juste tu dis, sois ouvert sur les paiements quoi. Bon, j'ai pas été pris à Sciences Po sur les dossiers et tout, ça m'a fait un peu mal d'ailleurs. J'ai toujours l'envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Une des choses, tu vois, qui pour moi est le plus important, c'est la façon de communiquer. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Sans filtre. Du coup, première vidéo, moi c'est Antoine, Moi, lui c'est c'est Mehdi. Mehdi. Du coup, bienvenue. Première vidéo, j'espère que vous allez pouvoir nous soutenir. N'oubliez pas de partager, commenter et liker la vidéo. Et puis on va commencer. Aujourd'hui, on reçoit Florent. Donc Florent, toi tu travailles dans une PME en France. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ah, écoute, salut Antoine, salut Mehdi. En effet, je m'appelle Florent. J'ai 28 ans. Je suis en Indonésie depuis 3 ans et je travaille en tant que responsable export régional, donc depuis Jakarta en Indonésie, pour une PME française qui est basée en Alsace, qui s'appelle Ecosun Innovation. Je peux la citer, qui est donc une PME qui a un peu entre 20 et 30 salariés. Et voilà, du coup, très heureux de parler dans ce podcast, partager un peu l'expérience et discuter. Yes. Ok. Ouais, donc du coup, on va reprendre chronologiquement depuis ton enfance. Et est-ce que tu as un souvenir marquant qui est important dans ta vie, lié à l'entrepreneuriat ou pas spécialement à nous partager? Écoute, en fait, un souvenir, en fait, si tu veux, pour rentrer directement dans le bain, peut-être de moi, mon parcours à moi, c'est plutôt que j'étais pas tellement fait pour travailler dans les entreprises. Parce que si je te disais un souvenir que j'ai, c'est plutôt des souvenirs de mes grands-parents qui me racontaient la guerre, tu vois. Ce genre de choses, tu vois, c'est plutôt des anecdotes sur l'histoire parce que j'ai fait à la base j'ai fait un master d'histoire et je suis plus passionné par j'ai plus une formation et même plutôt une passion personnelle pour les sciences sociales et les sciences politiques. Et donc finalement je te dirais que tous mes souvenirs en fait marquants d'enfance, c'est plutôt quand j'ai été curieux ou que j'ai découvert des choses sur les sociétés, sur les humains, enfin tu vois toutes ces expériences humaines qui m'ont plutôt guidé vers de premières expériences plutôt comme je te dis d'histoire sciences sociales. Donc euh, donc voilà, plutôt je dirais que la curiosité peut-être c'est plutôt que même moi parfois je me demande encore ce que je fais, tu vois, dans ce milieu un peu du business et de l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression d'être un historien qui fait du business. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, il y a oui, un peu je de ça. vois. Et après, vu que tu es en Indonésie, c'est peut-être lié aussi à ta passion pour l'histoire et que c'est peut-être pas un hasard. En fait, je pense que tu vois un des trucs qui me porte toujours, j'ai un peu réfléchi parce que enfin, depuis un petit moment, vu que je me suis finalement un peu réorienté jeune quelque part, c'est plutôt la passion, la curiosité en fait. Si tu veux, j'ai toujours l'envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses, et même de parfois un peu obsessionnel quoi. C'est-à-dire que quand je me mets dans un sujet ou quand j'ai l'impression de pas comprendre quelque chose qui m'intéresse, je vais m'y mettre à fond en fait. Donc en fait, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir passé un peu les 22, 23 premières années de ma vie justement à plus à m'éduquer, à observer le monde, à l'analyser, à apprendre à analyser les choses, etc. Et après à vouloir être plus dans l'action. Et donc au point, tu vois, je veux dire d'être un petit banlieusard parisien qui part en Indonésie, mais ça lui suffit pas. Il est capable, tu vois, de travailler pour une PME à Colmar. Bah, tu vois, c'est un peu spécial parce que finalement j'en vois pas tellement, tu vois, des gens, je veux dire, je veux pas faire une généralité, tu vois, mais les gens qui viennent plutôt de des villes, ils ont plutôt je dirais des boulots peut-être plutôt de service ou tu vois des trucs qui vont être reliés à l'environnement de base. euh, et j'ai l'impression en fait de parfois, et je dirais pas malgré moi, mais parfois d'avoir toujours cette envie en fait d'ailleurs, de curiosité et d'aller découvrir ce que je connais pas en fait. Et c'est un peu le cas, tu vois, dans le business. Je veux dire, j'ai pas des parents qui ont fait du business. J'ai quasiment eu que des fonctionnaires qui étaient profs ou tu vois, travaillaient pour l'État dans les 3, 4 générations avant moi, quoi. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pas loin. Et, euh, et, euh, et finalement, tu vois, en fait, parce que tu me demandes un peu l'enfance et quel impact, bah, je me dirais que, je sais pas, mon enfance m'a pas amené à être comme ça business developer en Indonésie, mais je le suis et ça m'intéresse. Donc, je me laisse un peu porter par ça, quoi. Ok, ouais. Et d'ailleurs, par la suite, on aime toujours savoir quel genre de personne, toi, tu étais au lycée, tu sais si t'étais plutôt réservé ou extraverti.
Écoute, tu sais, alors, franchement, je crois que je suis vraiment un 50-50 dans le sens où, c'est peut-être une réponse un peu basique, tu vois, mais je pense que quand je suis dans un endroit, pas forcément très proche, mais dans un endroit où je suis à l'aise, c'est même pas forcément une queue avec mes potes ou quoi, mais je suis à l'aise, je pense que je peux être très extraverti et très, franchement, j'ai envie de te dire, ouais, tu vois, j'ai le mot brillant qui vient en tête, mais c'est très arrogant, donc c'est pas brillant. Mais c'est ce que je veux dire, quelqu'un qui est un peu, genre peut faire Ah, du bien mal sûr. à tout le monde, peut être au taquet, et parfois me retrouver comme le plus timide, tu vois, typiquement, là, tu vois, je me suis mis au rugby il y a pas longtemps. Je suis pas, tu vois, c'est pas un sport ou même le contact, tu vois, c'est pas un truc pareil. Où enfin, j'ai commencé ça tard, quoi. Donc j'arrive dans ce groupe, je suis plus timide, je parle pas, tu vois, et je suis un peu entre les deux. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, au lycée, ça dépendait un peu du moment. Je dirais que j'étais quand même plutôt extraverti, mais tu vois, à 60-40, pas à 90-10. Voilà, sérieux, Ok. mais ça pouvait déconner. T'étais dans les extrêmes un petit peu. Des fois, tu pouvais passer d'un extrême très introverti, peut-être timide, et du coup après partir dans quelque chose de beaucoup plus extraverti. Bah, je dirais ça, puis même, tu vois, être à la fois hyper sérieux et hyper stressé des choses, et parfois, tu vois, tenter des choses ou vouloir apprendre, ou même, je sais pas, tu vois, parler à des gens hyper différents. C'est ça, je pense, tu vois, un des trucs, un de ces trucs-là, c'est que je pense que une de mes forces, c'est d'arriver à vraiment parler avec tout le monde. Tu vois, ou au final, c'est pas mettre en confiance les gens pour parler avec tout le monde. C'est-à-dire que tu vois je te dis au lycée, si on prend les stéréotypes, tu vois, ça peut être le sportif un peu bourrin, c'est stéréotype, hein, tu vois, j'avais pas vraiment ça, mais t'as capté l'idée. Les sportifs un peu bourrins, tu vois, et je pourrais entrer dans ce truc-là parce que c'est vrai que j'étais moi aussi sportif, et donc du coup, ça pouvait matcher. En même temps, je pouvais matcher, tu vois, avec quelqu'un qui avait des bonnes notes et qui était timide, parce que j'avais aussi un peu des bonnes notes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a toujours été un peu ça, c'est Yes. que j'ai un peu ce truc ouais, peut-être des extrêmes. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs. Peut-être un peu des extrêmes, tu vois, de switcher un peu de différents états ou de, peut-être pas de personnalité, mais d'états, tu vois, avec différentes personnes selon l'environnement, quoi. Ouais, tu t'adaptais en fait. Un peu ça, ouais, un peu ça, Ok. je dirais. Et du coup, t'as fait quoi comme études supérieures après le lycée? Ouais, parce que moi, j'ai eu un bac ES, donc en 2013, alors, je pense que j'avais le niveau pour aller en prépa, mais c'était plus par un peu par désinformation où j'avais pas très bien compris un truc à la con, je l'admets, c'est que j'avais pas compris quand tu étais en prépa, tu sais, tu validais des années de licence. Donc dans ma tête, vraiment, Ok, ouais. jusque vraiment en fait après, c'était quand ça, admission post-bac, je crois que c'était post-bac à l'époque, ça s'appelait comme ça. En gros, c'est après que j'ai appris en fait que malgré ta prépa, tu pouvais le faire. Donc en fait, j'ai plus postulé à des licences et des machins. Donc j'étais pris en licence d'histoire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et là, en fait, je suis resté 7 ans. J'ai fait toute ma scolarité, enfin toutes mes études supérieures dans la même fac. Où j'ai fait donc 3 ans de licence avec une année en Erasmus en Angleterre Ok, à ouais. Leeds. Si vous êtes footeux, peut-être vous devez sûrement connaître Leeds. Ouais, moi ça me Et, parle. tu vois, il y a Cantona qui a joué à Leeds notamment. Excellent. Euh, et après, j'ai fait du coup 2 ans de vraie recherche en histoire, parce que ouais, comme je te dis, en fait, ça m'a vraiment, enfin, même maintenant, en fait, même dans mes voyages, moi, ce que je cherche toujours, c'est les rapports historiques, etc., qui m'intéressent beaucoup. Et donc, je m'étais dit après ma licence, en fait, ça me plaît bien, et puis je pense que j'avais cette ambition de devenir professeur des universités. Je voulais faire une carrière là-dedans, puis comme je vous disais, des parents profs, fonctionnaires, etc. Donc, il y avait un côté, je voulais pas finir en lycée, tu vois, mais je voulais peut-être, voilà, passer l'agrégation et devenir plutôt enseignant d'université. Et en fait, c'est vraiment, on dit souvent, tu vois, la recherche, c'est des études ou même, enfin, c'est des études ou même pour les bac plus 8, le doctorat, c'est des études. En fait, dès le master, tu apprends un métier qui est être chercheur. Et c'est un métier, en fait, être chercheur. C'est-à-dire que notamment un des trucs, c'est que tu dois t'organiser, tu vois, ça, j'ai commencé à 20 ans. Tu dois t'organiser, en fait, à te lever le matin parce que tu as 5 heures de cours dans la semaine. Et nous, en plus, en tant que Français, on n'est pas trop habitué à ça. Les anglo-saxons se le sont un peu plus, mais nous, on est habitué quand même d'avoir un truc. Et du coup, en fait, au bout de 6 mois de mon master de recherche que j'ai fait sur la religion, l'histoire des religions en France, euh, en fait, je me suis dit que c'était pas un métier qui est fait pour moi. Tu vois, je me suis vraiment posé la question en mode professionnel. Clairement, je me sens un peu en dehors du monde. Tu vois, notamment que je te parlais de curiosité, c'est que je me sentais. Alors, c'est super, t'apprends plein de choses, t'es intelligent, t'apprends à analyser, t'es entouré de gens qui sont hyper calés dans tout. Mais moi, ça me plaisait pas. Donc, au bout de 6 mois, je me suis vraiment,
c'est la première fois de ma vie où j'étais un peu du père pendant un mois, j'ai quasiment pas bossé. Enfin, j'étais un peu du père. Et en fait, je me suis dit, écoute, tu vas quand même aller au bout. Je veux quand même aller au bout parce que je voulais pas abandonner. Puis même, bon, je voulais quand même avoir un master. Enfin, tu vois, je voulais quand même avoir mon master. Et puis, on était genre au mois de février, tu vois. Enfin, niveau candidature et tout, j'allais pas passer 6 mois à rien foutre. Même si j'y ai réfléchi, hein, dans ma tête, j'ai eu une soirée où je me suis dit, allez, c'est fini. Et en fait, du coup, à partir de là, donc j'avais 21 ans. On est en 2016, non, début 2017. Et je me dis, écoute, en fait, toi, ce que tu as envie, c'est de partir à l'international parce que voilà, tu te dis, en fait, la France, même dans les bouquins, enfin, j'ai eu la chance de faire pas mal de vacances aussi avec mes parents partout en France. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de connaître. Et par contre, je suis passionné par l'international, mais à travers mes études d'histoire, bah, on travaille beaucoup à l'international. Et je me suis dit, bah, écoute, faut que tu le fasses. Donc, construis-toi une carrière pour au final être expat. Enfin, pour au final travailler à l'international. Et long story short, du coup, bah, 2017-2018, je finis quand même mon master en fin 2018, je le valide. Euh, du coup, je suis pris dans un autre master de Paris 1 qui est un magistère de relations internationales, où je fais du coup un an un peu de M1 et un M2 en alternance chez Business France. Du coup, c'est là où je suis dans le business, parce que j'ai un peu trop vite. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est un peu le truc, c'est que vraiment, j'étais un peu tu vois, bac ES, sciences sociales, sciences politiques, jusqu'au milieu de mon master 1 où je suis du père. Enfin, j'ai un peu, voilà, ça doit arriver à beaucoup de monde, mais je suis du père. J'ai vraiment cette sensation de me dire, OK, il faut que je me réoriente, mais de façon un peu stratégique. Donc, notamment, les 3 trucs que j'ai postulés, bah, c'est des trucs à Paris 1, c'est ma fac, à Dauphine et à Sciences Po. Bon, j'ai pas été pris à Sciences Po sur les dossiers et tout. Ça m'a fait un peu mal d'ailleurs. Euh, mais bon, ça fait partie de la life. Et du coup, bah voilà, les 2 ans, puis après 2 ans de plutôt généraliste relations internationales. Et c'est en atterrissant chez Business France que je me suis plus calé dans le business, quoi. D'accord, d'accord. Et donc, deux questions. Donc, plus jeune, est-ce que tu avais des rêves ou des ambitions, par exemple, liées à ce que tu voulais faire plus tard? Et est-ce qu'après, par la suite, ils ont changé quand tu as fait toutes ces années d'études et que c'était les Ouais, mêmes bah, ou ça a peut-être évolué ou non? ouais, si tu veux, j'avais quand même j'ai eu rapidement quand même cette ambition, tu vois, vers 14-15 ans je pense que les 2 trucs que j'avais finalement, bah, c'est un peu de la reproduction sociale, c'était de travailler pour l'État un peu, tu vois, en tant que diplomate ou peut-être haut fonctionnaire, tu vois, c'était un peu un truc que j'avais en tête, en me disant, bon, ça peut le faire. Et quand même, cette histoire, tu vois, d'être un peu un intellectuel universitaire, ça me plaisait bien. Et ça s'est un peu tout effondré, alors, un peu, bah, notamment parce que j'ai pas été pris à Sciences Po, notamment aussi en terminale aussi. Donc forcément, tu cancelles un peu tes chances, tu vois, d'être un peu dans le haut fonctionnariat. Et puis vraiment, ça s'est effondré juste, tu vois, au-delà enfin, dans la réalité de mes émotions et de moi-même, quoi. Ça s'est vraiment effondré, je te dis, dans mon M1 où, enfin, en fait, j'ai juste ouvert les yeux où je me suis dit, bah, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Enfin, je me sens, voilà, encore une fois, en dehors du monde. C'est vraiment comme ça que je le ressentais. J'ai pas l'impression d'avoir une action sur le monde. Je l'étudie, je l'analyse. En fait, je me suis dit, écoute, tout ça, tu peux toujours le faire dans ta vie de tous les jours ou dans justement tes voyages. La première chose que je fais quand j'arrive dans une ville, c'est d'aller voir le musée principal, un peu le musée national du pays ou machin, pour aller voir un peu ce que ça raconte. Mais voilà, je voulais être dans le monde. Donc, il y a vraiment eu un turning point au moment où j'ai vraiment appris le métier, bah, d'être encore une fois scientifique social, quoi, et que bah je pouvais pas, je voyais aussi, pas se mentir, en termes de carrière, c'était un peu compliqué aussi en termes de sous, tu vois, d'opportunités, etc. Donc ça a vraiment switché à 21-22 ans où je pense qu'on peut utiliser le mot réorientation. Et que là, je me suis dit, écoute, va voir autre chose et va voir d'autres pans de la société, d'autres pans de la life, quoi, tu vois. Et du coup, ça m'a amené fil en aiguille jusqu'à l'Indonésie, à ça, quoi. D'accord, d'accord. Et tu nous parlais de Leeds tout à l'heure quand tu as fait ton Erasmus. Est-ce que c'était ton premier gros voyage ou pas spécialement, ou tu avais déjà fait d'autres voyages avant, plus jeune? Ouais, c'est vrai que Leeds, ça m'a bien retourné le cerveau pour plusieurs trucs. C'est en effet, donc pour répondre à ta question, ouais, c'était mon tout premier bon voyage, quoi. C'est-à-dire que bah ouais, j'ai 19 ans. Bon, enfin, j'ai jamais été complètement dépendant, je sais pas, de ma famille, mais bon, quand même première fois où voilà, j'ai un budget, je mets quand même de l'argent, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté de mes parents, donc bah fallait que je gère le budget, etc. Et que voilà, je gère aussi un nouveau pays. J'y allais pour apprendre l'anglais. Euh, et vraiment, tu sais, j'y suis allé un peu avec une arrogance française, mais ce qui montre aussi mon état d'esprit aussi à l'époque, où je me disais, putain, ces imbéciles d'anglais, pour parler poliment, ils payent 10 000 pounds, tu vois, leur année. Nous, on paye 500 balles, c'est pourri. Enfin, tu vois, en mode, c'est débile. Et en fait, là, ça m'a un peu changé.
ça m'a ouvert l'esprit en fait, mais pas, enfin, de manière, tu vois, comment dire, ouais, ça m'a carrément ouvert l'esprit parce que bah, je me suis rendu compte en fait que ok, ils payaient 10 000. Bon, on va pas rentrer dans les débats, mais ils payent un peu quand même, ils quand même payent un peu trop cher quand même. Mais derrière, ils ont vraiment une vie sociale et tu vois un accès à la vie étudiante que nous on n'a pas du tout en France. Et je dis pas ça, tu vois, pour cracher sur la France, parce que je trouve ça aussi extrêmement beau que nous on paye 500 balles et qu'on puisse avoir en fait un bac plus 8, enfin tu sais, tu multiplies 8, enfin fois 8 fois 5 quoi, tu sais, pour des moins de 5 000 € en fait en France, t'as bon, hors logement et tout, mais t'as quand même un niveau, un master reconnu internationalement et tu gères. Mais voilà, donc l'île, je dirais que la principale chose ça m'a ouvert, c'était ça, c'était tu vois, de me rendre compte qu'il y a d'autres modèles aussi, qu'il y a d'autres modèles, et j'allais à l'international pour ça, qui ont leurs défauts, leurs inconvénients, et voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit là-dessus. Donc ouais, premier grand voyage et sacrée expérience. Franchement, surtout sur beaucoup de Ouais, points. ouais. Ouais, j'imagine. Et du coup, tu disais que en Angleterre, ils payent beaucoup plus cher du coup leur parcours, comment dire, le parcours supérieur. Et pour quelle raison du coup est-ce que t'as dit que c'était peut-être pas non plus 100% justifié, mais du coup, qu'est-ce qui justifie que t'as pas précisé? Ah bah écoute, en fait ça c'est juste, je me rappelle de ce que je discutais notamment avec bah, mes potes anglais là-bas, tu vois, qui me disaient que bah, il y avait eu une inflation. Il y a deux choses. Il y avait une inflation genre tu sais en 2000, genre en 2005 ils payaient genre 3 000, et là en 2015 quand j'y étais ils payaient 9 000 et ça justifiait pas. Enfin, eux-mêmes me disaient ça. Et même en fait il y a aussi des trucs. Bon, c'est plutôt le modèle américain, mais en vrai les Américains et les Anglais je crois sont quand même assez similaires. Enfin, pas entièrement, mais ce que j'ai entendu sur ces universités, c'est qu'en fait, c'est quand même des sacrées boîtes à fric qui pompent beaucoup d'argent, quoi, qui sont très 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 riches en fait. Donc, tu vois, c'est pas des œuvres de charité, quoi. C'est vraiment les mecs qui font de l'argent et ils font vraiment de l'argent. Donc, certes, c'est aussi pour garder un certain standing, etc. Et c'est les premiers à investir. Ils peuvent payer des chercheurs hyper chers, donc c'est chez eux que ça part, tu vois, plein d'innovations, plein de recherches, etc. Mais mais bon, tu vois, je veux dire, il y a des choix de société, quoi, malgré tout, et que soit tu donnes un accès un peu, enfin, démocratique aux choses, ou non. Et donc, l'un des avantages, c'est ça, c'est d'avoir notamment, je trouve, une vie étudiante qui, quand même, a son importance pour se sentir bien pendant 3 4 ans, parce que nous, ok, c'est pas cher et tout, mais je trouve que les étudiants se sentent pas bien, tu vois. Je parle même pas, c'est important aussi, mais je parle même pas, tu vois, de précarité sociale dessous. Je parle vraiment juste aussi d'ambiance et de vie sociale, etc. Où rien n'est organisé, on ne guide pas du tout, enfin, t'es pas guidé vers l'emploi, alors que là-bas, enfin, je te dis, pour donner un des exemples, Leeds en l'occurrence, il y avait un sacré truc de nutrition machin. Genre ils devaient leur truc de fin d'études, de fin de licence, c'était d'être en partenariat avec Mark Spencer pour faire je sais plus quoi, un truc, un projet qui après été commercialisé. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc professionnel où nous on est à des années-lumière de ça, tu vois. Donc à la fois, je veux dire, c'est quand même un système qui n'est pas, enfin dans ma conception, tu vois, social démocratique au sens ça vise à brasser et que ça puisse vraiment toucher tout le monde, même s'il faut pas être utopiste évidemment que l'argent de base des gens faire certaines différences. Mais derrière, il y a quand même, tu vois, une plus-value qui te mène vers l'emploi ou qui te mène quand même vers plein d'opportunités au sein de cet écosystème de chaque fac qui est quand même assez intéressant, tu vois. Donc c'est un peu entre les deux, je dirais. D'accord, d'accord. Donc après, pour revenir, t'as 22 ans, c'est le moment où tu rentres dans la vie active. Comment ça s'est passé la transition après c'en est M2 ou M3, excuse-moi, j'ai pas retenu exactement. Ouais, bah c'est ça en fait. Là où j'ai vraiment mis le pied dedans, bon, j'avais fait une autre expérience. J'ai été notamment aussi coach de tennis enfin, une première vraie expérience, c'était d'être coach de tennis en CDI le soir et tout après mes études, enfin après les cours et tout. Ça m'a forgé aussi, mais sur le vrai taf, c'était en effet l'alternance que j'ai fait donc chez Business France. J'ai mentionné plusieurs fois Business France, en fait c'est une agence qu'on a dit parapublique, c'est-à-dire qui a 50% de budget de l'État, 50 budget de fonds propres parce que c'est une agence de conseil en fait et qui est dans tous les ambassades partout en France pour conseiller les boîtes françaises pour faire du développement. En gros, des boîtes qui n'ont pas justement de sièges sociaux, de sièges dans les différents pays, mais qui font quand même de l'export. Ils passent par tout ce réseau où il y a plein de conseillers, etc., des conseillers de plein de trucs. Et du coup, j'étais au siège qui est à d'Enfer Rochereau dans le 14e, si ça parle à certains. Et c'est là où du coup je suis arrivé bah ouais dans un truc d'agroalimentaire. Quand je vous dis en fait je voulais vraiment changer, c'est-à-dire que forcément vous, vous doutez bien qu'avec un master d'histoire, tu te pointes pour des alternances dans les relations internationales, on va dire ouais enfin t'es pas un G, t'es rien quoi, t'es même pas un peu businessman donc pour les boîtes rien à foutre. Donc j'étais pris un peu par chance dans ce truc-là parce que la personne connaissait ma formation et tout. Et là je t'avoue que j'étais un peu du père. Genre j'ai passé 4 mois
bon, pas, enfin, je faisais le job, tu vois, mais j'ai passé 4 mois du père parce que, si tu veux, j'ai vraiment cette sensation que autant, tu sais, encore une fois, je crois pas mal à ça. Ça doit pas être du déterminisme, enfin, ça doit pas être du déterminisme ou ça doit pas déterminer les personnes. Mais il y a quand même une certaine reproduction sociale ou en tout cas tu vois tes parents, tu vois ton entourage. Et typiquement, un de mes trucs, c'est que je sais qu'avec mes parents profs, vraiment enseigner quelque chose à quelqu'un ou tu vois parler à quelqu'un ou être pédagogue, c'est assez naturel chez moi. Par contre, vraiment travailler dans une entreprise, tu vois je sais pas, tu vois, parler d'objectifs, etc., ou même des tâches, tu sais, dans les entreprises, t'es à la fois guidé, t'es à la fois encadré, mais faut être quand même proactif, etc. Pendant 4 mois, j'étais du père, je savais pas trop comment organiser et tout. Et c'est que petit à petit aussi, j'avais une équipe bienveillante, tout ça s'est bien fait. Et je pense que j'ai essayé un peu de m'adapter, je me suis tout simplement adapté et ça s'est pas trop mal terminé après parce que après c'était Business France qui m'a pris en VIA, du coup aussi pour que j'aille en Indonésie. Donc c'est que j'avais pas fait que de la merde. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une transition qui, quand on peut s'attendre, hein, c'est-à-dire une réorientation, voilà, c'est pas évident, mais ça se fait, et, ça s'est fait quoi. D'accord. Et du coup, c'est en quelle année que t'es parti en Indonésie? Du coup, c'est attends, du coup 2021, mars 2021. Je te dis, je fais mon alternance de 2000, enfin 2019-2020. En plus pendant le Covid, enfin tu vois, justement j'étais en Covid au moment où j'étais en alternance. Ensuite, en fait, je fais une petite fin 2020, je fais un petit passage chez Engie parce que justement je voulais me mettre dans l'énergie. En fait, après le business, là j'étais dans l'agro, mais je voulais aller dans l'énergie parce que je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir pareil une espèce de stage CDD plus ou moins chez Engie pendant 4 mois. Et pendant ce truc-là, du coup, j'ai postulé à plein de du coup volontariats internationaux. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller sur le site VIE si vous avez genre 21, 22 ans, que vous avez votre master et que vous voulez partir à l'international. Genre, c'est actuellement, je pense, la meilleure formule. Au-delà de faire du freelance ou évidemment d'aller prendre son sac à dos. Et là, j'ai candidaté à, je pense, 60, 70. Enfin, j'en ai fait un max. Et il y a 2 bureaux Business France qui m'ont contacté. Il y a Chicago, il y a l'Indonésie. Finalement, Chicago m'a dit non. Et donc, je suis parti en Indonésie, du coup, en mars 2021. Et en plus, trop content. On va jouer. Si vous avez compris un peu la timeline, c'était genre 2017. Je suis un peu au fond du gouffre dans mon master 1. Et tu vois, il m'a fallu 4 ans pour atteindre mon objectif d'être expat. Donc, quand j'arrive en 2021, on est en Covid. Donc, moi, je peux voyager. Tu vois, je peux le faire alors que tout le monde était, voilà, j'étais hyper, hyper heureux. Et du coup, je débarque dans un pays qui est là pour le coup, tu vois, Ouais, complètement, voilà, différent. Et là, je me suis pris l'ouverture à donf, quoi. ouais, je comprends. Et quand t'as pas été sélectionné, c'était ta première déception professionnelle? Est-ce que t'en parles avec, ça se voit que ça t'a impacté quand même, je pense. Tu veux dire où c'est à Chicago ou tu veux dire dans les premiers trucs? Non, non, Dans, quand tu t'es pris, quand t'as pas été pris, je me rappelle plus du nom de. Sciences Po, tu Ouais, veux à dire Sciences Sciences Po, Po. pardon. ouais, Sciences Po, ça m'a fait mal. Sciences Po, je t'avoue que ça m'a, 2 fois d'ailleurs, 2 fois, tu vois, j'ai passé, je crois que ça existe plus ça maintenant, mais à l'époque justement, en terminale, en fait, t'avais un concours pour entrer en première année au collège universitaire, ils appellent ça. Et moi, j'avais fait que Paris. Alors, j'ai pas fait les provinces, pas par arrogance, mais parce que je sais pas, en fait, j'avais pas très envie de demander à mes parents de la thune. J'avais pas envie, tu vois, d'entrer dans ce schéma-là. Donc, en fait, j'ai que targeté que Paris. C'est peut-être une erreur, j'en sais rien. Parce que mais bon, j'aurais peut-être pas eu le niveau aussi pour les autres Sciences Po de province. Mais ouais, ça m'a fait vraiment mal parce que mine de rien, je me suis pris quand même un coup, quoi. Je veux dire, je venais pas d'un super lycée, mais j'avais l'impression de m'en sortir. J'avais beaucoup bossé. J'avais même fait une prépa, en fait, en plus de terminale, en fait, où j'allais à Versailles, en fait, dans une prépa, tous les samedis, en plus de mes cours, etc. Donc, je m'étais donné, quoi, un peu dans cette affaire et je me prends une tôle de ouf, enfin, je me prends des notes de merde et tout. Et après, même en master, je dis en master 2, enfin, master d'histoire, au moment où je suis en réorientation, je repostule pour des trucs. Entre temps aussi, je fais un passage au Rwanda, enfin, je me fais aussi une petite mission en me disant, justement, je me fais une expérience, donc, d'avoir un dossier meilleur en master pour essayer d'accéder à un master. Et je suis pas pris. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, c'est toujours pareil, si tu vois ce qu'on se dit, ouais, c'est pas grave et tout. Je t'avoue que ça reste une blessure. Je vais pas te mentir. Moi, ça restera toujours une blessure parce que ça reste une blessure d'ego. Tu vois que je pense que petit à petit ça va mieux, mais je me suis toujours senti un peu imposteur en me disant bon, on te choisit pas. Je pense que tu vois, c'est le plus dur en fait dans les concours, c'est que
c'est qu'en fait, on te choisit pas, quoi. Tu vois, tu t'as pas de légitimité et après, faut te la construire, ta légitimité. Alors finalement, tu me diras, il y a des gens aussi qui ont ces concours et qui, en fait, se croient légitimes, soit sont des arrogants, soit, en fait, pareil, trouvent pas vraiment de sens parce qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont les meilleurs, mais eux, ils trouvent pas vraiment de sens à ce qu'ils font dans leur taf, surtout dans l'État, parfois, enfin, de ce que j'ai observé parfois dans les boulots, du service public. Parfois, il y avait un peu un manque de sens. Donc ouais, ça m'a pas mal affecté, mais tu sais, je sais plus où j'ai écouté ça il y a pas très longtemps, où je suis sur des podcasts, enfin j'en écoute tellement des podcasts, où il disait que finalement parfois faut aller là où on t'accueille en fait, tu vois. Et j'étais pas forcément naturellement attiré par le business, ou même tu vois j'y ai jamais vraiment pensé, et je me rends compte que enfin bon, j'ai l'impression de pas trop mal m'en sortir pour le moment. J'ai pas fait des trucs de ouf, mais j'ai l'impression de pas trop mal m'en sortir, que les gens apprécient le taf que je fais et que bah Sciences Po m'a refusé 2 fois, que j'étais pas même dans les sciences sociales à l'université, je sentais que je fitais pas forcément aussi avec la mentalité des chercheurs, pas que j'étais en conflit, mais juste que c'était pas des gens qui me ressemblaient et que bah voilà, maintenant je me dis bon bah même si j'ai toujours cette sensation un peu d'imposteur de me dire en fait moi ce que j'aime c'est l'histoire et là je fais du business, euh, bah il y a quand même ce truc où bah voilà ça fonctionne, on me donne du boulot, j'ai des belles, enfin, j'ai l'impression d'avoir des belles perspectives. Là, je voyage partout dans la région entre l'Australie, l'Asie du Sud-Est et peut-être d'autres pays plus tard. C'est finalement ce que je voulais faire. Au bout du bout, je découvre en fait beaucoup plus de choses que dans les bouquins, selon moi, même si les bouquins sont très importants et je continue à en lire. Mais voilà. Donc pour revenir sur ta question, c'est ça. Ça m'a affecté, mais comme tout en fait, qu'avec l'expérience, tu te rends compte que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et que la quête, bon bah voilà, elle passe par là et ça, et voilà, ça fonctionne pas trop mal actuellement. Ouais, bah après, c'était peut-être pas un hasard que t'as pas été sélectionné, ça t'a amené à ce que tu fais maintenant et je pense que ça te plaît vraiment et on saura jamais, je veux dire, mais je pense que rien n'arrive par hasard, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Ouais, non, mais c'est pour ça, hein. C'est pour ça, maintenant, je me fais plus trop de billes. Je m'en suis fait, maintenant, C'est ça c'est va. c'est aussi pour ça aussi que c'est le sujet un peu du podcast, c'est aussi de parler des échecs, des leçons qu'on a pu apprendre pour justement comprendre aussi d'où on venait, où on est aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, c'est tout notre thème. Euh, T'as des projets du coup actuellement, donc là comme tu disais, t'es en Indonésie. Moi j'ai une petite question un petit peu qui sort du lot. C'est quoi les différences avec la France qui t'ont vraiment marqué? Écoute, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Vraiment, là, pour le coup, l'Indonésie, c'est, déjà, je vais dire un premier truc, tu vois, c'est que, euh, j'ai découvert vraiment l'altérité dans le sens où, pour la première fois, tu vois, je me suis senti que je venais de quelque part et que j'étais dans un pays qui était un peu autre. Mais c'est pas mal, c'est pas bien, tu vois, c'est juste, tu vois, j'avais jamais pris ça. Une des choses, tu vois, qui pour moi est plus important, c'est la façon de communiquer. C'est vraiment pour moi la clé de la clé. Et puis en fait, bah, c'est la clé aussi de beaucoup d'interactions et de même dans les que ce soit au niveau personnel ou même je pense des États. C'est la façon de communiquer. Tu vois, en France, en fait, on se rend pas compte à quel point on est franc et à quel point en fait D'accord. on verbalise les choses énormément et on en a besoin. On écrit beaucoup, on verbalise. Enfin, tu vois, on est quand même une culture de ça, quoi. Et qu'en Indonésie, c'est vraiment une culture de, je veux dire ça de façon positive parce que je pense que ça a beaucoup. C'est une culture d'harmonie dans lequel en fait, il vaut mieux ne rien dire ou rester dans le statu quo, même si ça peut bousiller un projet, même si ça peut ralentir les choses, pour garder l'harmonie plutôt que mettre quelqu'un dans l'embarras ou de créer un déséquilibre. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Nous en France, ce qu'il y a vraiment, tu vois, c'est pour ça que je le dis, les deux, je pense, que je les dis de façon positive parce que il y a pas de mieux, il y a pas de moins bien. Vraiment, quand tu travailles avec des Indonésiens, t'as ce truc-là, t'as ce truc de, tu vois, t'as une sensation en fait que t'as une sensation un peu de lenteur, mais en fait qui est plutôt une recherche d'harmonie quelque part. Si je le dis un peu de D'accord. façon poétique, tu vois. Ouais, parce que Hayden me parlait justement de cet aspect de lenteur. Euh, il y a pas Ouais, si c'est longtemps, on ça. était en appel. Et c'est Ouais, peut-être bah lié aussi j'ai écouté le podcast. à la pudeur.
c'est peut-être lié à la pudeur aussi. C'est ce que j'étais en train de dire du coup. Ouais, c'est vraiment lié à la pudeur. C'est lié aussi à, oui, cette pudeur et cette volonté aussi d'être, tu vois, d'être vraiment communautaire, quoi. S'il y a bien un truc aussi qui est beau dans ce pays, c'est vraiment cet aspect, encore une fois, qui peut avoir ses défauts, mais qui est très, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, t'es mon frère et t'es de ma commu, quoi. Je veux dire, t'es javanais, t'es balinais, il y a de l'entraide. Tu vois, typiquement, un exemple très concret que je peux vous dire, c'est que dans quasiment toutes les entreprises, que ce soit des entreprises industrielles, tu vois, qui ont genre 1000 personnes dans leur usine, j'en ai parlé à certaines personnes, ou bien même dans un café, il y a toujours au moins le double de personnes nécessaires. Tu vois. Alors, ça a un côté, tu vois, où tu peux dire, mais en fait, tu vois déjà, ça pousse pas forcément les gens à être productifs parce qu'en fait, ils sont, quelque part, je me dis, ils sont un peu trop en fait. Donc en fait, ils ont vraiment des plus petites tâches à faire, donc ça avance pas. Même pour les employeurs, donc les employés, enfin pour les employeurs, c'est une plus grosse charge salariale. Mais tu as un côté, tu vois, où notamment la situation démographique et économique de l'île de Java, notamment, on va dire que, si tu veux, Java, c'est un peu le côté ce qu'est Paris pour la France. C'est-à-dire que mine de rien, le pays est un peu façonné par l'île de Java dans sa politique économique et tout. Et bref, du coup, c'est quand même le centre un peu quand même de ce pays, quoi. On est un peu, tu vois, bon, c'est pas à Paris, on dit souvent qu'on est centralisé. Enfin, en France, on est centralisé par Paris et on est un peu, enfin, Paris, c'est de calquer un peu son modèle. Ouais, vous avez capté l'idée. Et en Indonésie, en fait, c'est, tu vois, sur Java, pour dire une data, ils sont 151 millions sur 128 000 mètres carrés. Et pour vous donner la différence, c'est que nous, en France, notre métropole, elle fait quoi? 500 000 kilomètres carrés, on est 68 millions. Tu vois? Donc en fait, vraiment, et c'est franchement, c'est le cas. Hein. Il y a plein de volcans aussi, donc c'est les Alpes hein, aussi. Hein, tu vois? Donc c'est pas de la belle plaine de la Beauce ou la belle plaine de Tours, quoi, ou de Charente comme chez vous là. Euh, Ce que je veux dire, tu vois, c'est qu'en fait, il y a ce côté où ils ont pas tous les atouts. Et pour revenir à ce que je disais sur un peu cet aspect de lourdeur, lenteur, c'est qu'en fait, les entreprises aussi, il y a ce côté où ils vont faire croquer, quoi. Tu vois, ils vont faire croquer. C'est-à-dire que le but au final, c'est pas d'être franc ou d'être efficace ou d'être machin. C'est d'abord l'harmonie, c'est d'abord la communauté, c'est d'abord, je sais pas, tu vois, ta famille, etc. Et c'est beau en fait. C'est beau et c'est parfois plus paradoxalement, je sais pas, apaisé, un peu plus apaisé. En tout cas, bon, parfois, il vaut mieux être timide et pas dire grand-chose. Et voilà, ça crée une forme de résilience plutôt que rentrer en conflit parce que t'aimes pas ce que fait la personne ou t'aimes pas comment ça fonctionne et que bah t'as envie de le gueuler. Bah là ici, tu le gueules pas, tu laisses passer. Et puis voilà, si jamais il y a un problème, bah t'en reparleras dans un mois ou t'en reparleras dans une semaine. Et si tu vois comment naturellement le flow évolue, quoi. Je sais pas si ça fait sens un peu ce que je dis, mais c'est un Ouais, peu si, ce que bien je veux sûr. dire. Ouais. C'est ce qu'on n'est pas, pardon, c'est ce qu'on connaît pas vraiment au final en France, un petit peu plus en Provence, dans ce truc-là où on a vraiment de l'espace. Mais après, en termes de mentalité, c'est vrai que c'est complètement différent à l'Indonésie, comme tu peux nous parler. Ouais, c'est vraiment clairement. Et toi, qu'est-ce qui te, comment tu te débrouilles là-bas pour la communication? Tu emploies quelle langue principalement? Alors moi, je parle principalement anglais. Je suis pas comme Hayden à parler bien le Bahasa Indonesia. J'ai appris, enfin, je me débrouille. J'ai appris à baragouiner un peu, mais pas voilà. Euh, la communication, on va vraiment en fait juste, tu t'apprends et t'es chill quoi. Enfin, c'est à toi de t'adapter et ça te demande un effort. Je vais pas te mentir, hein, j'ai passé, enfin, tu vois, notamment mes 2 premières années ici à l'ambassade, c'était franchement pas évident. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. En plus, enfin, comme je dis, je suis arrivé en Covid. Après, il y a plus le Covid, j'ai changé de manager. Enfin, j'ai eu, enfin, c'est la vie aussi, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu non plus un mentor, je sais pas, pendant 2 ans qui m'a guidé ou quoi, ou une mentor qui m'aurait guidé. Mais c'est surtout, voilà, juste, tu te rends compte aussi toi-même que t'es trop, enfin, t'es un peu trop franc, t'es un peu trop stressé. Après, c'est un peu ma nature, mais en l'occurrence, je pense que, en fait, tout Français qui arrive en Indonésie et qui vient bosser, il y a forcément un moment d'adaptation, selon moi, où il doit apprendre à être moins cash. Il doit être beaucoup plus flexible, quoi. Il doit être beaucoup plus flexible et il faut apprendre ça. Et du coup, ça te fait travailler un peu naturellement sur ton anticipation. Je dirais ça, la flexibilité et l'anticipation. C'est-à-dire que tu sais que le rythme indonésien, ou voilà, encore une fois, le path, tu vois, the way, tu vois, pour les projets, ça va pas être ton rythme à toi. Ça sera pas le tien. Donc, soit ça te stresse et tu vas te dire, t'es tout le temps en retard et tu n'y arriveras pas. Soit tu te dis,
t'anticipes les choses pour tout le monde ou bien tu sais pour ton projet en disant bon bah ok, peut-être que cette tâche-là il va falloir 3 semaines ou bien pour avoir cette réponse il faudra 3 semaines au lieu d'une semaine. Je sais pas en France, voilà, des trucs comme ça. Donc t'anticipes et tu deviens plus flexible, c'est-à-dire que un des trucs aussi c'est que tu sais que eux, les Indonésiens, ils vont activer des ressources et des forces au moment T et au moment où il faut agir qui sont 1000 fois plus que la France. Tu vois, caricatural en fait, mais un Français, tu lui as pas prévenu, genre je sais pas, une équipe, je dis une équipe technique un peu de base d'une mairie, tu vois. Tu l'as pas prévenu que fallait, tu vois, pour un événement, genre ramener, je sais pas, 20 barrières en plus, tu vois, que ça demande 1 heure de boulot en plus ou bien peut-être de se bouger, voilà, ça va râler, tu vois, ça va râler. Ici en Ouais, Indonésie, au c'est un contraire, il y gros a une forme. problème. Ouais, non, mais en même temps, c'est normal. C'est-à-dire que tu vois, c'est aussi un respect. Nous, on voit ça comme du respect. Tu vas respecter les gens, respecter, voilà, d'organiser Bien l'anticipation. sûr. C'est une forme. C'est comme ça qu'on voit le respect, tu vois. Eux, au contraire, ils vont pas respecter ton organisation. Mais par contre, au moment T, si tu les catches, vraiment, parce que je l'ai vu aussi dans des événements, tu vois, où il y avait rien, je sais pas, il y avait rien d'organisé, et puis en 20 minutes, tu avais une scène, des barrières de montée, etc. Tu vois, et au contraire, c'est presque en mode à ce moment-là, là, c'est le branle-bas le combat, et tout le monde va être aux petits soins, soit pour t'aider, soit pour le projet, soit pour le truc communautaire, tu vois. Il y a un peu de ça. Ok. Ouais, c'est vraiment différent, incroyable. Ouais, clairement, clairement. Euh, et du coup, t'as des projets futurs, t'as quelque chose qui est en préparation. Tu comptes faire, euh, tu comptes faire quoi? Écoute, bah là du coup pour Ecosun en fait, donc le projet c'est ça, moi j'ai vraiment un truc régional, donc là on a des partenaires un peu partout. L'idée c'est vraiment, alors pour les petites boîtes qui font de l'export, en fait ce qui se passe c'est que le modèle c'est t'as souvent un produit et tu trouves des partenaires distributeurs ou intégrateurs on appelle, qui peuvent après forward pusher un peu ton produit dans les différents pays. Donc là nous on a vendu en Indonésie, Philippines et Australie à travers des partenaires. Et mon job, du coup, c'est de trouver toujours plus de partenaires et potentiellement des clients. Mais en fait, enfin, souvent les boîtes locales qui utilisent tes produits, elles veulent en fait acheter à des locaux ou bien qu'il y ait une forme de local content, de contenant local, comme ils disent, pour le faire. Donc là, mon but, c'est ça, en fait, là, pour au moins, je me dis, au moins 2 ans encore, voire plus, hein, franchement, je me fixe pas de limite. C'est de vraiment développer cette filiale d'aller le plus loin possible, en fait, éventuellement, pourquoi pas avec de la production sur place, etc. Et je t'avoue que après, donc enfin, tu vois là, ce que je vends, c'est des solutions, donc c'est plutôt des espèces d'équipements, des espèces de générateurs solaires, si tu veux. Tu imagines un conteneur en fait que tu peux déployer, et que tu peux mettre un peu partout sur les petites îles, etc. Donc ça fait, au lieu d'avoir un petit générateur diesel, tu as une sorte de enfin en gros un champ solaire facilement déployable. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'apprend beaucoup de choses sur l'ingénierie, ça m'apprend beaucoup de choses sur le business en lui-même, sur l'électricité, sur le marché de l'énergie, etc. Mais peut-être que j'aimerais bien, peut-être au bout d'un moment, aller plutôt dans les gros énergéticiens. Alors, évidemment, EDF, Engie pour les noms français, mais en fait, t'en as dans tous les pays et t'en as aussi des gros qu'on connaît pas parce qu'ils sont pas sur notre marché français ou que nous ne vendons pas l'électricité. Mais je t'avoue qu'en fait, ce qui me plaît beaucoup en fait dans le secteur de l'énergie, c'est que je me sens un peu, tu vois, à la base un peu des besoins primaires humains ou peut-être le deuxième cran après la bouffe et la flotte. Je me sens un peu dans le deuxième, tu vois, et du coup, je me sens un peu utile à me dire que, enfin, je veux faire une carrière là-dedans parce que j'ai envie petit à petit en fait d'avoir pas le plus d'impact, mais d'essayer de toucher les projets les plus gros sur cette problématique, je pense, qui est une des plus importantes. Donc, j'ai pas, enfin, à part ce projet qui est quand même de taf qui est quand même sympa et assez original, je pense, de développer une filiale, etc. On verra plus tard. C'est plus, encore une fois, peut-être toucher des projets plus gros parce que je suppose qu'au bout d'un moment, c'est ce que tu as envie de faire et faire ça, quoi. C'est un peu mon idée. Ok. On parle souvent d'intelligence artificielle aussi dans notre podcast. Toi, tu t'en sers au quotidien? Et de quelle manière, du coup, si tu t'en sers? Ouais, je me sers de ChatGPT, je me sers de ChatGPT notamment pour, je t'avoue, je m'en sers un peu comme un Google Plus. Je sais pas si c'est vraiment la bonne façon qu'il faut le faire, mais pour trouver des infos rapidement, en fait, au lieu de chercher les liens, je trouve que déjà d'une part, c'est le premier truc où je me suis dit, bah en fait, ça c'est cool, on a ça. Je m'en sers aussi pour, tu vois, pour faire des recherches de noms de boîtes, parce que je dois souvent un peu dans des nouveaux marchés, savoir qui est l'énergéticien principal, tu vois, quelles sont les boîtes, je parlais de distributeurs, intégrateurs, quelle boîte pourrait être potentiellement notre partenaire.
Donc en fait, ça me permet d'avoir juste des noms en fait. Et puis après, je fais mes recherches moi-même. Euh, je t'avoue que j'ai jamais vraiment été formé. Enfin, j'ai jamais fait de formation informatique, même zéro. J'avoue, ça m'intéresse pas de ouf. Ok. En soi, tu vas devenir un technicien informatique. Mais voilà, c'est à peu près ça mes utilisations, hein. Yes. Yes. Excellent. Et bah, l'autre jour, Antoine, il m'a partagé une vidéo du coup sur l'IA. Et c'était intéressant ce qu'il disait qu'en gros, il y a à peine 1 an ou 2, personnes parlaient de ChatGPT. Et maintenant, tout le monde s'en sert. Pas tout le monde, mais c'est quand même devenu un truc qu'on a l'impression que ça fait 10 ans que c'est là. Mm. Donc ouais, c'était le petit truc que je voulais partager. Et Ouais, non, pour mais faire la grave. transition, ouais, tu veux peut-être rebondir dessus ou... Ouais, non, mais franchement, ça m'étonne pas parce que, en fait, j'ai l'impression quand même les choses changent, mais juste les gens s'adaptent. Et en fait, quand un produit est plus efficace et qui répond à des besoins, en fait, ça m'étonne pas du tout que les gens s'en servent, tu vois. Enfin, franchement, je suis pas vraiment étonné par ça finalement. Ouais, bah, je comprends. Et pour nos auditeurs, là, j'ai testé récemment Claude 3, du coup, qui est sorti et qui est vraiment au-dessus pour moi, il est au-dessus de GPT-4, par exemple. Donc, si des personnes veulent tester et comparer, ça vaut le coup. Ouais, du coup, je rajoute en termes de rapidité, la startup française Mistral. Si vous essayez le chat de Mistral, très rapide. Parce que je crois que c'est un des plus rapides en réponse. Yes. Ah ouais? Ah bah, ouais. Ouais, c'est même pour toi, Florence, si tu connais pas. Il y a Bah Mistral, et vu que ouais. là, on est Mistral, sur la petite... Mistral, le chat, ça s'appelle. En plus, c'est Et un truc français. En plus, je vois ça là. complètement, ouais. Yes. Et vu qu'on est sur la petite partie IA, on partagera dans le lien de la vidéo. J'ai découvert un petit comparateur. En gros, ça permet par exemple, de mettre 2 modèles différents et de voir les résultats. En gros, par exemple, tu mets, je sais pas, GPT-4 et tu mets Claude ou Mistral, par exemple, et du coup, tu peux comparer les résultats qu'ils vont te donner, comme ça, de trouver l'IA qui va peut-être te correspondre le mieux. Ah ouais? Bah écoute, je testerai ça en vrai. Je testerai ça. Je Yes, t'avoue, bah, moi, je te partagerai ça j'ai suivi GPT un peu comme tout le monde, tu vois. Je suis pas très original. Mais s'il y a mieux, je me servirai de mieux, hein, vraiment. Ouais, C'est sûr. je sais Après, pas si... globalement, GPT, ça reste pour moi le Apple du business de l'IA. Ouais, Clairement. je pense qu'il n'y a pas Ouais. un meilleur qu'un autre. C'est plus qu'il faut trouver celui qui te correspond le mieux. Pour certaines tâches, je pense, il y en a un qui va être meilleur et peut-être l'autre qui sera différent. Ouais, sûrement. Faut tester, hein, je pense que faut tester. On a une autre question habituelle qu'on pose tout le temps. C'est qu'est-ce que tu te dirais si tu rencontrais ton toi à 16 ans avec les connaissances que tu as actuellement et ton vécu? Bah, je me dirais, franchement, clairement, déjà d'être moins stressé sur l'avenir et d'être un peu plus ouvert sur les opportunités professionnelles. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que, en fait, on disait ce truc-là, on sait jamais, en fait, tu sais, quand on est petit, on dit, tu sais jamais trop ce qui va te plaire quand tu seras plus grand, on va dire. Et je pense que ça, c'est complètement vrai parce que vraiment, je me voyais, enfin, vraiment, je me voyais pas du tout faire ce que je fais maintenant. Même, tu vois, pour te dire, même par rapport à mes opinions politiques qui vont être devinées assez rapidement par ce que je vais dire. Pour moi, l'argent, tu vois, il y avait un côté malsain. Alors c'est cliché, tu vois, mais je faisais, je fais un peu, enfin, j'ai fait partie, en tout cas, je pense, de cette idéologie, en effet, qui me sent, tu vois, être trop extrémiste. Hein, j'ai jamais été extrémiste dans ma vie, mais quand même à me dire, bon bah en fait, le but, c'est quand même la culture, c'est quand même l'éducation, etc. Et que l'argent, en fait, au bout, est quelque chose qui un peu perverti, qui est pas bien, quoi. Et je pense que ça m'a, justement, à 16 ans, ça m'a un peu freiné, je pense, dans les choses parce que je réfléchissais pas trop en dehors du domaine public, un peu par fascination de l'État, mais aussi en me disant qu'en fait, c'était la seule façon d'avoir un boulot noble, justement, tu sais, quand t'as ce mindset un peu par rapport à l'argent, d'avoir un boulot noble parce que tu es censé travailler pour la communauté, etc. Ou même, finalement, ce que j'ai pas mentionné, c'est que quand je suis rentré dans mon master de relations internationales, après l'histoire, le but, c'était d'aller travailler pour les ONG. Et en fait, je pense que tu vois, justement, je pense ce qui m'a beaucoup fait évoluer par rapport à moi de 16 ans, c'est mon rapport à l'argent dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, tu vois, autant en tant que d'action, moyen d'action, que d'épanouissement, que de liberté aussi, on va pas se mentir, et que de réalisme aussi, en fait, que de réalisme parce que bah, finalement,
en fait, on en pense qu'on veut, mais l'argent, c'est une des seules choses qui est universellement partagée, maintenant en tout cas. Enfin, la monnaie, quoi. Je veux dire, on a des États différents, on a des religions différentes, on n'a pas des devises pareilles, mais on a, je veux dire, enfin, de plus en plus, c'est vrai qu'on est mondialisé en plus maintenant. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, c'est fou. En fait, je dis, moi qui suis en histoire, il y a là actuellement où il y a le palais présidentiel indonésien, t'avais une forêt pendant la Seconde Guerre mondiale, et maintenant tu peux échanger des dollars ici. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que t'as ce côté où les choses sont tellement, je sais pas, larges, open, etc., et tellement incroyables que justement, quand t'as 16 ans, le but, c'est d'être le plus ouvert possible, de bosser, évidemment, de bosser, de rester curieux et de pas se cantonner. Voilà, pareil. Mais idem pour quelqu'un qui aurait été un peu l'opposé de moi, c'est-à-dire, tu vois, qui aurait, je sais pas, une famille de business sur 20 générations et qui se dit, bah, en fait, il y a que l'entrepreneuriat et qui ne sait peut-être pas que le service public et que le fonctionnariat peut lui plaire parce que aussi, bah, il découvrira des choses, etc. Je pense que c'est ça, c'est de garder vraiment un esprit ouvert sur les secteurs, sur les façons de travailler, sur les endroits où on travaille, sur les communautés, etc. C'est un peu cucu ce que je dis, mais il y a un côté où je pense il y a pas mal de gens qui ne soupçonnent pas en fait qu'il y a des choses qui leur plairaient et soit, alors si c'est par flemme, je dirais que bah ça il faut le corriger, mais si c'est par peur, il faut absolument le corriger parce que ça voilà ça peut mener vers des choses qui sont au fond ce qu'on voulait quoi quelque part. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ouais, t'es curieux, donc ça a dû t'aider. Et même si ton cercle familial t'a peut-être un petit peu influencé, t'es passé outre en gros. Ouais, un peu de ça. Bah tu vois si je prends cet exemple typiquement, tu vois bah, par exemple, tu vois, je pense que quelqu'un, je prends hypothétiquement quelqu'un qui a plutôt une reproduction sociale d'entrepreneuriat. Il veut faire, tu vois, il a vraiment une sensibilité de vouloir faire le bien dans le monde. Mais en fait, peut-être que c'est en travaillant justement pour des non-profit organizations, encore une fois, pour des trucs plutôt associatifs ou machin, où il se sentira pas légitime, en fait, qui va kiffer. Donc au contraire, ça, c'est peut-être qu'il se dit, il travaillera toute sa vie, tu vois, à passer par une voie, alors qu'il y a d'autres voies qui pourraient l'accomplir. Donc peut-être qu'en effet, c'est en fait la curiosité, le fait que finalement, t'as pas envie de t'ennuyer, que t'as envie de tout découvrir, qui t'amène à découvrir ça. Mais voilà, je pense que ça, c'est une valeur assez fondamentale, quoi. C'est vrai qu'on se rend bien compte qu'en France, on est assez bloqué, comme tu parlais de l'argent juste avant. Euh, Mm. c'est une fois que tu dépasses cette barrière, déjà, comme tu dis, il y a vraiment ces portes qui s'ouvrent en fait. Ça, c'est Je vraiment pense que oui. le plus gros problème. Je pense que oui. Après, voilà, pour nuancer ça aussi, je pense que malgré tout, je suis quand même assez fier de notre modèle parce que voilà, je suis quand même assez fier malgré tout qu'on paye que 500 euros pour des bac+5. Je suis extrêmement fier qu'on puisse aller à l'hôpital et qu'on puisse vraiment avoir voilà des soins gratuits. Je suis quand même assez fier que on ne laisse pas les gens dans la rue. Enfin, quoi qu'on en dise, voilà, on laisse pas les gens dans la rue et on les aide. Voilà, je suis quand même assez fier de ça. Et en fait, si tu veux, c'est plutôt là où, pour te dire un peu, tu vois, dans ma façon de faire, c'est qu'en fait, euh, c'est plutôt un entre-deux. C'est-à-dire que, tu vois, l'argent peut servir, par exemple, tu vois, je me dis en fait que un des soucis de la France, c'est juste qu'elle s'appauvrit en fait de manière un peu macroéconomique et que on n'a peut-être pas retrouvé, on peut peut-être plus soutenir le modèle qu'on a. Et du coup, ça nous met un peu en crise, un peu de qui on est, un peu une crise identitaire, pas au sens identitaire, couleur de peau, etc. Mais un peu de se dire en fait là notre Bien modèle, sûr. enfin tu vois, je veux dire quelque part, je me dis voilà, moi ça me rend fou qu'on ne puisse pas, par exemple, aider plus de personnes qui ont traversé la Méditerranée pour venir chez nous. Bon, voilà, après on peut avoir mille débats sur les passeurs, etc. Même pas là, mais tu sais d'avoir pas plus d'institutions sociales qui puissent le faire. Mais en même temps, il faut voir la réalité des choses. Notre dette, elle explose de ouf. Notre voilà, on a une inflation, on n'a pas suffisamment de production. Enfin, tu vois, notre PIB, enfin, grandit pas assez. Donc, il y a des réalités. Tu vois, il y a des réalités et qu'en fait, bah, tout en gardant parfois les valeurs, les principes, bah, sont confrontés à des principes de réalité. Et donc, bah, faut quand même composer avec ça, ne pas être dans ces carcans de, il faut que le système soit comme ça. Et puis, en fait, si t'as pas la thune, bah, tant pis.
Et à l'inverse, si au contraire t'as de la thune, bah, autant faire des choses qui sont nobles et pas des choses qui ne servent à rien. Alors pareil, c'est un peu cucu et finalement stéréotype, parce que qu'est-ce que ça veut dire servir à rien? Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est ça, c'est qu'actuellement, je pense on est un peu entre les deux. En tout cas, je vois notre pays, par exemple, tu vois, un pays comme l'Indonésie se pose pas du tout ces questions, quelque part. Enfin, eux, ils foncent, Ouais. et tant mieux pour eux, et vraiment, grand bien leur face. Et que nous, tu vois, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que, mine de rien, tu vois, les gens voient, enfin, les gens voient bien quelque part, peut-être pour rentrer dans la concurrence internationale, bah, faut qu'on soit plus libéraux, faut qu'on soit plus flexible, etc., etc. Mais en même temps, ça nous crée vraiment je pense, une crise quelque part de se dire, bah, en fait, franchement, notre République, qui s'est un peu définie comme sociale dès son origine, en tout cas depuis 1970 c'est la Troisième République, bah là, si notre République n'est plus sociale, bah, qu'est-ce qu'elle est en fait? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est ce régime qui a, malgré tout, jusqu'aux années un peu 80-90, a toujours était dans la continuité d'un certain développement économique de la France. Enfin, il y avait un peu de ça. Donc, je pense que ça participe à, à une remise en question qu'on vit à notre génération, je pense. Hein. Tu vois que nous, on vit là. Je sais même pas quel âge vous avez d'ailleurs. Vous avez quel âge, en vrai? Moi, je donne pas mon âge. Ok. Moi, j'ai 36 et Vous comprendrez plus tard, les gars. Antoine, il garde le mystère. Ok. J'ai Non, mais voilà, non, mais je veux 36 ou dire, peut-être pas. Mais voilà, on est dans les âges, clairement. on va dire 85-2000, tu vois. 85-2000 pour faire très large. On va dire ça Voilà. comme ça. Merci, merci. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est ce côté où, tu sais, Bien sûr. tu sais, j'ai souvent ce débat après, peut-être que vous pourrez rebondir à ça, et je vois que ça fait quasiment une heure, mais j'ai souvent ce débat avec bah, mon entourage, qui encore une fois, vous avez bien compris, était, on va dire, humaniste, voilà. Je leur dis, mais en fait, là, vous vous plaignez que la génération peut-être elle est moins engagée socialement, etc. Mais en fait, je veux dire, nous, on n'a plus les voies royales dans les entreprises. Enfin, je dis pas que il y a 50 ans c'était plus facile, il y a aussi d'autres contraintes. Il y avait un côté où tu pouvais vraiment enfin, aller dans les entreprises, monter, etc. Nous, on voit bien que là, les opportunités qu'on a, faut soit qu'on se démerde dans l'entrepreneuriat, ce qui est quand même risqué, soit qu'on parte à l'étranger, soit qu'on attende des plombes et des plombes pour avoir des augmentations ou des machins. Donc forcément, il y a un côté, forcément, je pense qu'il y a un côté de débrouille qui est peut-être moins social parce qu'il y a une réalité, mais qui fait que bah, qu'on doit réinventer des choses, se démerder et que voilà, ça fait évoluer la société quoi, quelque part. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré, par exemple, en rapport à ce que tu dis aussi, qui t'a peut-être, qui t'a influencé dans cette, comment dire, dans ta vision des choses? Une personne qui m'a beaucoup influencé. Ou pas Franchement, bah, spécialement hein, dans ce qu'on vient de parler, hein, mais vraiment une personne qui t'a inspiré dans ta vie ou plusieurs même. écoute, bah tu vois, en fait, il y en a un, je me suis toujours un peu dit ça. C'était Mandela, tu vois, Mandela. Bon, c'est pareil, c'est un peu pas très original, mais pour une raison simple, c'est que bon, on peut dire que c'était quand même un sacré activiste ce gars-là. Hein, voilà, c'est sûr que faut pas écrire l'histoire aussi. C'était un sacré activiste assez extrémiste au début, mais ouais, on peut dire pour le bien parce que dans les années 60-70, quand il se fait arrêter et qu'il va en tôle, c'était la cata totale et qu'il y avait un apartheid, etc. Mais finalement, même si c'est un peu idéalisé parce que les gens sont, enfin, surtout les politiciens de ce niveau-là, ils sont jamais parfaits. Tu vois, je parlais de réconciliation en termes d'idéologie et de valeurs. Je trouve que tu vois un gars qui a passé 27 ans en prison et et qui revient et qui en fait fait une société qui se veut alors tant bien que mal réconciliatrice et pas forcément équilibrée, mais qui se veut en rééquilibre. Je trouve que c'est fort, c'est fort. Et c'est un peu ça, tu vois, que moi qui m'inspire un peu dans les gens, c'est ce côté en fait t'as la force, t'as la légitimité, t'as le pouvoir, t'as tout et t'écrases pas les autres et tu es là pour move forward, tu vois, pour aller vers l'avant. Et je pense que tu vois, c'est toujours un truc que je me suis dit, c'est essaye d'avoir le plus de force, le plus de pouvoir, le plus d'influence, mais ne t'en sers jamais pour écraser quelqu'un. Essaie toujours de rassembler et d'inclure, tu vois.
Il y a de la compétition, il y a de la concurrence entre les gens, entre les sociétés, entre les États. Enfin, je veux dire, on est aussi humain et quand on se dit qu'on appartient à quelqu'un, on a envie de défendre son précaré, etc. Mais cet aspect un peu de rééquilibre ou de, tu vois, cet art, cette noblesse de d'avoir le pouvoir et de, au contraire de d'inclure au lieu d'exclure quand tu as le pouvoir, je pense que c'est une des plus belles valeurs, je trouve. Tu vois. Ok. Ouais. Est-ce que t'as, hors dehors de ça, pour détendre un peu plus, est-ce que t'as des passions autres bah, que de travailler, par exemple? Ouais, évidemment, évidemment. Bah déjà, j'en ai deux en fait. C'est le sport et le voyage en vrai. Je pense que les deux que j'ai, enfin le sport, j'en fais tous les jours. J'ai fait pas mal de tennis et de hand et là je fais en gros je fais de la muscu et voilà, on fait voilà, on va en salle quoi. Euh, je fais aussi un peu de rugby et en vrai ouais, enfin, le voyage aussi me plaît. Enfin mine de rien là mes objectifs là, bon on verra quand j'ai une famille et tout, mais tout tourne quand même un petit peu autour de ça, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours ok, qu'est-ce que je vais faire dans les 6 prochains mois et quel pays je vais voir. Je pense que c'est mes deux passions, c'est vraiment mes deux passions qui me portent quoi. Ok. Ouais. On aime bien poser aussi la question sur la routine, comment tu t'organises chaque jour, chaque semaine. Écoute, je, je pense que j'ai un peu une routine malgré moi et je pense que la routine est un peu importante. En tout cas, je sais pas si la routine est importante, mais en tout cas, je suis assez pour la localisation un peu de ce que tu fais. Bon, je t'avoue que déjà, peu importe ce qui se passe, je me lève tous les jours à la même heure. Genre, peut-être une base, mais c'est toujours la même chose. Moi, je me lève à 7 heures du mat et ça bouge pas. Et ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, j'arrive à me lever plus tôt le week-end, ce qui me fait bien plaisir par rapport à quand j'avais 16 ans. C'est vrai que je bois moins d'alcool et je sais pas, même tu vois, j'ai un peu des rituels un peu quand je vais au taf. Je sais pas, dès que j'arrive, je me cale, tu vois, je me prends un truc à boire, je regarde mes mails, éventuellement je regarde une vidéo, puis même, tu vois, j'essaie de faire du deep work un peu un maximum et je vais au sport le soir. Et en fait, dans ma routine, surtout, je sais pas si c'est trop une routine, mais c'est plutôt maintenant j'essaie de d'écouter vraiment un peu mon cerveau et ma fatigue, dans le sens où si je peux faire en fait, j'essaie de faire du deep work un peu le plus de temps possible dans dans la journée. C'est-à-dire que si j'arrive à faire du 8h30, 18h ou 18h30, 19h, je vais jusqu'au bout, je m'arrête pas. Mais si jamais je suis fatigué entre 8h après à 15h30, je peux pas partir du taf, mais après j'essaie de réadapter, tu vois. C'est de réadapter où je fais des trucs un peu plus légers. Donc je dirais que j'ai pas tellement de routine, tu vois, au sens hyper cadré. Par contre, maintenant, j'essaie vraiment d'écouter mes moments forts et mes moments faibles quelque part, quoi. Je sais pas si tu vois ce Ok, que je veux ouais. dire. Et- bien sûr, et tu parles de deep work, à ton taf, t'es dans un open space ou comment ça se passe? Comment t'arrives à te concentrer? Alors là, en l'occurrence, je suis pas dans un open space. J'ai la chance d'avoir un petit bureau, mais ça va bientôt changer. Même quand je travaille en open space, en vrai, ça me dérangeait pas parce que je sais pas, peut-être une faculté de concentration. Je pense qu'on n'est pas très égaux par rapport à ça. Moi, j'ai une bonne faculté de concentration. Je me rappelle qu'à la fac, dans l'amphi de 800 personnes, je pourrais demander à mes potes. Parfois, il y avait du brouhaha parce que le prof était pas hyper intéressant. Même mes potes, ils pouvaient parler, tu vois, genre un là, j'y arrivais. Donc, le deep work, c'est plutôt, je pense, un état mental un peu de focus un peu sur une tâche, quoi. Je dirais plutôt ça. Ok, ok, ça marche. Bon, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Est-ce que tu aurais une personne à nous recommander pour un prochain épisode, pardon? Pour un prochain épisode, attends, tu me prends de court un peu. Je t'avoue que le truc c'est que là je te dirais, tu vois, il y a des gens un peu, il y a des gens un peu genre d'Indonésie, mais écoute, je peux demander à mon beau-frère qui a monté une boîte pendant 7 ans de boucherie, tu vois, et de plats préparés. Lui, il vient de Mayenne. Je pourrais peut-être lui demander si ça l'intéresse. Et là, il est un peu en période, tu vois, de Carrément. reconstruction professionnelle. Là, il a 32, il va avoir 32. Il vit à l'étranger, du coup, avec ma sœur aussi, en Allemagne. Et peut-être que je pourrais le recommander, tu vois. Ça pourrait être intéressant, je pense. Parce que là, c'est un Yes, entrepreneur qui vient plutôt d'un milieu rural aussi, donc ça peut être intéressant. bien sûr. Et à voir. Yes, carrément. Comment les auditeurs peuvent te suivre du coup?
Bah écoute, LinkedIn, hein. Si vous checkez LinkedIn, mon nom c'est Florent Dutoit, Duthoit. Ouais, Sur LinkedIn et puis ouais, ouais, on mettra le lien dans la description. carrément, Ok. avec Et, plaisir. ouais, super. Est-ce que tu aurais un mot de fin du coup pour les auditeurs? Quelque chose que tu as vraiment retenu toi pour l'instant dans ta carrière? Écoute, j'ai une phrase que disait mon père, qui est une des seules qui a toujours été vraie. C'est il faut travailler euh, parce que ça paye. Ça, c'est la phrase classique. Le problème, ça donne une partie qui est intéressante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça va payer et quand ça va payer. Plutôt l'inverse, on ne sait pas quand ça va payer et surtout on ne sait pas comment ça va payer. Dans le sens où, même tu vois, je pense que c'est une leçon de vie en fait que j'essaie de me mettre. Faut s'écouter, c'est-à-dire que encore une fois, faut pas trop travailler non plus, faut pas trop s'investir dans les choses si on est trop fatigué, si on sent qu'on est c'est toxique, etc. Mais en fait, tu vois, je te dis un truc, c'est que un rendez-vous d'amis ou une rencontre de nouveaux amis, ça peut amener des débouchés professionnels. Et à l'inverse, tu sais pas, peut-être que pendant un networking professionnel, tu vas peut-être trouver la meuf de ta vie, tu vois. Donc, je t'avoue que ça, c'est un truc qui a toujours bien marché, c'est de se dire, investis-toi, sois curieux, travaille, et et cette fois, de dire que ça paiera. Juste, tu dis, sois ouvert sur les paiements, quoi. Les paiements, ils sont pas toujours comme ceux que tu imagines. Je pense qu'on peut Super. finir là-dessus. Merci. Ouais, c'est Yes. parfait. Merci à Merci toi, en tout Florent. cas.